Le gouvernement a pris des dispositions pour mettre fin au drame causé par les pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan. Après la phase de sensibilisation et de soutien, place au déguerpissement. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, Kandia Kamara, est la nouvelle présidente de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation nationale des pays ayant le français en partage. Gaza a subi de nouveaux raids tôt ce vendredi matin au 4e jour des affrontements entre Israël et le Hamas. Ils ont fait 6 victimes selon un premier bilan. Washington propose sa médiation. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé hier jeudi à Accra, au Ghana, à la 45e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les travaux de cette rencontre au sommet se sont articulés autour de la situation sécuritaire dans la sous-région, la libre circulation, l'application du tarif extérieur commun, l'accord de partenariat économique et l'épidémie d'Ebola qui touche la sous-région. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier à Abidjan. Viviane Aïmer. La CEDEAO se porte bien, a fait savoir le président de la République Alassane Ouattara à son retour ce jeudi en fin d'après-midi du 45e sommet ordinaire de l'organisation qui se tient ces 10 et 11 juillet à Accra, au Ghana. Le chef de l'État qui a participé à l'ouverture des travaux a dit sa satisfaction quant aux décisions communes qui ont été envisagées dans le cadre du sommet concernant la situation de la fièvre épidémiologique Ebola dans la sous-région, et sur l'évolution de la situation en Guinée-Bissau et sur les différentes médiations entreprises par la CEDEAO dans le cadre de la résolution de la crise au Mali. Nous étions 11 chefs d'État à y participer sur les 15 États membres, ce qui démontre la solidarité entre les pays membres de notre communauté. Le sommet a été l'occasion pour nous d'écouter le rapport intérimaire du président de la Commission, qui a fait un tour d'horizon sur l'évolution de notre communauté, sur tous les plans politiques, économiques, dans des domaines spécifiques de l'agriculture, de l'environnement, de la paix, de la sécurité, et pour nous dire en substance que notre union va bien, des progrès sont importants. Et en même temps, nous avons examiné l'évolution spécifique dans 2 pays, le Mali et la Guinée-Bissau, qui ont fait l'objet, bien évidemment, de suivi de notre part au cours des 2 dernières années. Et là également, la situation se normalise, notamment en Guinée-Bissau, récemment avec les élections présidentielles et législatives, qui ont vu la mise en place d'un président démocratiquement élu, José Mario Vaz, et également d'un parlement. Nous avons reparlé du Mali pour nous coordonner les positions par rapport aux différentes médiations, pour dire que, évidemment, toutes les médiations sont les bienvenues, mais donc la colonne vertébrale demeure l'accord de Ouagadougou et que tout doit être mis en œuvre pour que cet accord soit respecté de part et d'autre. J'ai eu, bien évidemment, l'occasion de rencontrer plusieurs chefs d'État, mais avant cela, j'indiquerai que le sommet a tenu à avoir un point spécifique sur la question de l'épidémie de la fièvre Ebola. Le Nigeria a eu un geste de solidarité à l'endroit des 3 pays membres d'environ 3 millions de dollars et également au niveau d'un fonds spécifique de la CEDEAO pour faire face à cette épidémie. Je voudrais dire que, en fait, ce sommet s'est déroulé dans une atmosphère de parfaite cordialité. Et nous sommes convenus que le prochain sommet se tiendra à Abuja en décembre. Décembre cette année, la date sera fixée avec les responsables compétents. En marge du sommet, j'ai échangé avec plusieurs chefs d'État, en particulier avec le président Compaoré, puisque en fin juillet, nous serons à Ouagadougou, les 30 et 31 juillet, pour le traité d'amitié et de coopération
entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc je termine en disant que nous avons eu un excellent séjour, nous avons été bien accueillis et nous sommes contents de rentrer et de pouvoir reprendre le travail dès demain. Lutte contre les inondations en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a pris des dispositions pour mettre fin au drame causé par les pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan. Après la phase de sensibilisation et de soutien, place au déguerpissement. À Ouassissé, Hugues Hervé Blé. Le mois de juin 2014 a été marqué en Côte d'Ivoire par des pluies diluviennes causant des inondations, des glissements de terrain et pertes en vie humaine dans de nombreux quartiers d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien, après avoir sensibilisé et soutenu les sinistrés de ces dernières pluies, passe à la phase active de démolition des habitations à haut risque. L'opération a été lancée jeudi par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi. Dans la commune d'Atekoubé, le quartier de Mosikro, situé au flanc d'une colline à haut risque d'éboulement, est la première étape de cette opération. Suivront les communes d'Abobo, de Yopougon, de Koumassi et de Cocody. Donc à partir de maintenant, ils vont passer dans ces quartiers pour faire ces opérations. Mais en même temps qu'on fait ça, on est très conscient qu'il faut aider les populations. C'est pourquoi le gouvernement a prévu des kits financiers, 150 000 francs par ménage. Et aussi, il y a des gens qui ont construit sur les caniveaux. Il faut aussi les détruire. Vous savez que dans ce genre d'opérations, les populations ne sont pas toujours contentes de partir, mais c'est pour leur propre bien. Vous voyez, on ne peut pas non plus regarder les populations mourir. Le gouvernement a une responsabilité. Les populations des zones à haut risque seront délocalisées vers des sites sécurisés, une opération à laquelle elles sont favorables. En tout cas, c'est comme moi je demande à la population, on n'a qu'à s'entendre tout, réunir tout à notre espoir ensemble, et puis on va aller où ils vont nous amener. Il est tombé 597 mm de pluie en juin, faisant de nombreux dégâts dans des zones à haut risque. On compte 27 décès, des dizaines de blessés et des centaines de familles sans abri. 6 mois pour mettre fin aux embouteillages dans le district d'Abidjan. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a soutenu cette assertion devant les députés. Ahmed Bakayoko était l'invité des représentants du peuple pour les informer des initiatives du gouvernement pour trouver une solution au phénomène des embouteillages. Léon Brou. Que faut-il pour éviter les embouteillages aux Abidjanais? La question des députés au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko est motivée par de nombreux constats. Les embouteillages n'épargnent aucune artère ou aucun carrefour et personne, y compris les cortèges officiels et ambulances, n'y échappe. De plus, la police est incompétente face à ce phénomène qui pourtant crée de nombreux désagréments aux usagers de la route, voire à l'activité économique. Pour répondre, Ahmed Bakayoko indique la densité du trafic avec l'augmentation du parc automobile, estimé à ce jour à 400 000 véhicules, le mauvais état de la signalisation, l'insuffisance de l'effectif de la police de la circulation, 800 agents contre 2000 attendus. Le tout couronné par l'insubordination des automobilistes sur la voirie abidjanaise, devenue également insuffisante. Toutefois, rassure le ministre d'État, le gouvernement a envisagé des mesures pour régler la question des embouteillages d'ici à 6 mois. Il faut d'abord augmenter la capacité des routes, c'est ce que nous sommes en train de faire à travers la construction des ponts, des autoroutes, des passerelles, des nouvelles voies pour désengorger la route. Ensuite, nous imaginons aller vers le transport multimodal, c'est-à-dire développer le transport lagunaire, développer le transport ferroviaire, puis il y a des questions de discipline. Et donc, il y a toute une éducation, il y a des textes à prendre, il y a des mesures immédiates à prendre pour que justement ces questions-là ne viennent pas aggraver la situation existante. Ensuite, au niveau de la régulation, il faut que les policiers aient un comportement exemplaire. Le rendez-vous de la fin de l'année est tenable, toujours selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Il indique que 70% du budget pour la réhabilitation et la création de ces routes sont déjà mobilisés et les chantiers attribués. À cela s'ajoute la livraison certaine de nombreux ouvrages, échangeurs de la Riviera 2 et du boulevard Valéry jusqu'à Destin, pont Henri Konan Bédié, route à Bobo à Niama, etc. Sans oublier le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la police de la circulation.
Nous vous le disions dans nos titres, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara, est la nouvelle présidente de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation nationale des pays ayant le français en partage. Kandia Camara a été désignée par ses pairs au cours de l'ouverture officielle de la 56e session ministérielle de la CONFEMEN. Michel Digré. L'hymne national de Côte d'Ivoire chanté à l'unisson à la 56e session de la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage. Le drapeau ivoirien honoré et pour cause, la ministre Kandia Camara reçoit un autre drapeau, celui de la CONFEMEN. Elle vient ainsi d'être désignée par ses pairs pour diriger l'organisation pour les 2 années à venir. En nous confiant, à moi-même et à mon pays, la conduite de notre organisation, vous nous témoignez une confiance qui nous émeut au plus haut point. Nous mesurons aussi la charge inhérente à cette responsabilité. J'ai pu vous assurer que nous ferons les efforts requis pour être à la hauteur et pour que la CONFEMEN écrive pour les 2 années à venir de nouvelles pages glorieuses. Écrire de nouvelles pages glorieuses de l'éducation dans le monde francophone, le défi est exaltant au regard des épreuves à surmonter. Si nous avons déployé des efforts considérables en termes d'accès pour atteindre la scolarisation universelle, force est de constater que des millions d'enfants et de jeunes sont encore hors de l'école, particulièrement en Afrique francophone. Pour bâtir un monde meilleur, il faut veiller en effet à une formation adéquate de notre jeunesse, en vue de constituer un capital humain de qualité, capable de relever de façon endogène les défis du développement pour qu'elle s'engage demain à relever les défis de la vie. Pour jeter les bases de la stratégie afin de garantir un système éducatif inclusif et de qualité dans l'espace francophone, les travaux de réflexion des experts ont démarré depuis le 3 juillet et s'achèvent ce samedi. L'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire renforce la capacité d'accueil de l'école primaire de Kouakouassikro. Kouakouassikro, c'est dans le département de Tiébissou. Un bâtiment de 3 classes a été offert à ce village. Thérèse Tapeyoboué. Un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire publique du village de Kouakouassikro dans le département de Tiébissou. Il a été construit et entièrement équipé par l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Les clés du bâtiment ont été remises à la population en présence des cadres, des autorités administratives et traditionnelles de la région. L'école, c'est notre avenir, c'est votre avenir. Il y a des choses dont on peut s'en passer. Par contre, la santé et l'éducation, c'est les 2 choses qui ne peuvent pas manquer. Ces actions ont été possibles grâce à un fils du village, le général de division Gervais Kwasi Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie. C'est donc à juste titre qu'il a été salué par les intervenants pour sa vision et son engagement à œuvrer pour le développement de son village. Quant aux représentants du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, il a salué l'acte de générosité du peuple suisse, un acte qui, selon lui, vient renforcer les actions du gouvernement en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Il a profité de cette occasion pour offrir du matériel de jardinage à la direction de l'école pour améliorer le cadre de vie des élèves. Lui emboîtant le pas, le maire de Yamoussoukro a offert, lui, des kits scolaires à l'école. En marge de cette cérémonie, le directeur départemental de la santé a procédé à la pose de la première pierre du futur centre de santé de la localité. Offert par le chef de l'État dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, ce centre sera composé d'un dispensaire et d'une maternité.
Autre information, l'agence de notation Moody's a attribué pour la première fois une note souveraine à la Côte d'Ivoire, B1, une note spéculative selon les spécialistes. Elle donne de la perspective à l'économie ivoirienne et une certaine visibilité à ses partenaires. L'agence de notation a attribué la même note à l'émission obligataire de 500 millions de dollars que va lancer le gouvernement ivoirien ce mois de juillet. Adama Koné. Dans le monde de la haute finance internationale, les investisseurs privés et les partenaires au développement restent regardants sur certains indicateurs de risque. À l'exemple de la notation financière qui donne de la visibilité sur la solvabilité d'un pays ou d'une structure. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire est allée prendre sa mesure dans la cour des grands. L'agence américaine de notation financière Moody's lui attribue la note B1. C'est une très bonne chose que la Côte d'Ivoire soit notée, je pense qu'il était temps. C'est la preuve d'une bonne gouvernance et d'une transparence, donc c'est quelque chose qui est très apprécié par les marchés en général. La note B1 correspond à une note spéculative. C'est un pas très important dans l'historique financier du pays. Et effectivement, c'est un premier pas qui se fait à travers une transparence totale vis-à-vis du marché financier mondial. L'agence s'est appuyée sur 4 facteurs pour cette évaluation. Une croissance diversifiée. L'autre situation que Moody's indique, c'est la précarité institutionnelle et le déficit budgétaire, donc qui reste contenu malgré donc les dépenses d'infrastructure. Le 4e et dernier facteur étant la robustesse des fondamentaux de l'économie ivoirienne, ce qui modère les risques d'événements exceptionnels. Quelles sont alors les conséquences de la notation B1 pour la Côte d'Ivoire? C'est une importance capitale parce que la notation financière va déjà montrer que la Côte d'Ivoire est un pays qui adhère à la bonne gouvernance et à la transparence et qui va permettre à la Côte d'Ivoire de montrer à ses investisseurs actuels, potentiels et ses partenaires sa capacité à absorber des capitaux et sa capacité à faire face à ses obligations financières, donc sa capacité à générer du cash flow pour faire face à ses obligations financières. Pour finir, l'agence de notation anticipe une perspective positive avec accélération de la croissance économique et des réformes structurelles devant favoriser la stabilité politique. Toutes choses qui sont synonymes de révision de la note à la hausse. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, était l'invité des rendez-vous du gouvernement. Il s'est prononcé sur la politique industrielle et minière pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Au dit du ministre Jean-Claude Brou, le ministère de l'Industrie et des Mines entend, à travers son plan d'action, se donner les moyens pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé. Le secteur de l'industrie et celui des mines, des secteurs clés de l'ambitieux programme de relance économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Industrie et des Mines s'est attelé à ce rendez-vous à montrer comment les deux secteurs vont contribuer à l'émergence du pays. Le secteur industriel dynamisé verra sa part dans le PIB passer de 25% aujourd'hui à 40% en 2020. Le tout dans un cadre macroéconomique propice. Le cadre est trouvé adéquat par les entreprises qui vraiment essaient de l'utiliser au maximum. Et on le voit au niveau du montant des investissements agréés. 224 milliards en 2012, 513 en 2013. Et sur les 6 premiers mois de l'année, nous sommes à 166 milliards. L'amélioration de l'environnement des affaires, l'appui à la lutte contre la contrefaçon sont 2 des 5 instruments mis en œuvre par le gouvernement pour dynamiser le secteur industriel. Le décret d'application de la loi sur la contrefaçon a été adopté par le gouvernement et c'est un élément important parce que ça va permettre aujourd'hui à un détenteur de droits de propriété industrielle de pouvoir faire bloquer par exemple des marchandises de contrefaçon, où il y a un soupçon de contrefaçon, les faire bloquer à la douane et empêcher le dédouanement. Doté désormais d'un code attractif et propice à sa modernisation, le secteur minier est un atout pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les stratégies que nous mettons en place, c'est comment accroître la production, comment augmenter les recettes, générer les emplois et créer de la valeur ajoutée. Présente à ce rendez-vous du gouvernement avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, ne manquera pas de voir dans l'afflux des investisseurs au port de la Côte d'Ivoire la confiance en que leur inspire à nouveau le pays. Avec eux, la Côte d'Ivoire attend se transformer
en un véritable pôle industriel en Afrique de l'Ouest. Tout à fait autre chose, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a rendu visite à 4 promoteurs d'entreprises pour évaluer leurs besoins et leur apporter le soutien de l'État. Moussa Dosso a fait escale dans la commune de Cocody, d'Adjamé et de Koumassi. Ben Touré, Gabriel Zani. Tout comme Soiré Ibrahim, détenteur d'une entreprise de production et de commercialisation de pâtes d'arachide ici à Cocody-Angré, ils sont 55 jeunes ivoiriens dans le district d'Abidjan à bénéficier du programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Une initiative de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, financée à plus de 100 millions de francs CFA. C'est vraiment l'accompagnement des jeunes promoteurs pour la création d'entreprises formelles. Et les secteurs qui sont couverts incluent l'agroalimentaire, les métiers, la restauration, les services agro-industriels. Partenaire au projet, l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le ministre Dosso Moussa a visité 4 de ces 55 promoteurs d'entreprises. Ils exercent dans la production et la commercialisation des produits cosmétiques, dans la transformation du manioc en attiéké et dérivés, enfin dans la coiffure, l'esthétique et les soins corporels. L'objectif est clair. Aider à la transformation, tous azimuts, des matières premières produites en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'État, en fonction des initiatives, aidera à accroître ces initiatives. À tous ces 6,5 millions de sans-emploi composés majoritairement de jeunes, le ministre d'État, Dosso Moussa, a demandé de fréquenter les structures telles la GFOP, la GEF, l'INIE, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce genre de programme. Lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, parlons-en. Un important lot de matériel sanitaire a été offert aux différentes structures de la santé publique et des institutions de recherche en mettant ces matériels à disposition des responsables des structures de santé et des institutions de recherche. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida vise à l'amélioration de la prise en charge du paludisme en Côte d'Ivoire. Nous Sangaré, Grâce Kando. Le paludisme tue au moins un enfant toutes les 30 secondes dans le monde et en Afrique, un enfant sur 5 meurt de cette maladie, selon Rollback Malaria, une ONG de lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, cette pandémie représente 43% des motifs de consultation dans les centres de santé ainsi que 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel. C'est pour freiner cette maladie que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a offert un lot de matériel sanitaire aux différentes structures de la santé publique. Un lot composé de 70 microscopes, 36 motos, 1800 vélos et 2 camions de 16 tonnes pour la nouvelle pharmacie de la santé publique, ainsi qu'une quantité de kits de réactifs pour la goutte épaisse destinée au laboratoire. Valeur totale à plus de 242 millions de francs CFA. Avec toutes ces motos, avec tous ces microscopes, le diagnostic sera fait rapidement, partout et gratuitement. On n'aura plus besoin de demander aux parents et aux malades de payer pour la goutte épaisse. C'est une nouvelle stratégie qui arrive et que les agents de santé vont aller jusqu'à dans les domiciles pour communiquer avec les patients et les habitants. Je pense qu'on aura vraiment un impact important sur le paludisme, surtout en ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants. Ce lot de matériel va permettre à ces différentes structures sanitaires d'être performantes. Nous sommes très contents parce qu'avec cette moto, les agents de santé, les agents de santé communautaire pourront aller même dans les villages les plus reculés pour pouvoir prendre en charge les malades. Ce sont au total 52 districts sanitaires qui bénéficieront de ces dons. Il s'est ouvert hier, jeudi, à Yamoussoukro, la 15e édition des journées d'enseignement post-universitaire EPU 2014 du syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, SINACASI, et thème les affections digestives et urogénitales. Pendant 3 jours, ces professionnels de la santé vont partager les nouvelles techniques de prise en charge de ces pathologies. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et vétérinaires sont à Yamoussoukro à l'appel de leur syndicat, le SINACASI.
2014 marque la 15e édition des enseignements post-universitaires avec comme thème les affections digestives et urogénitales. Les ateliers et les exposés sur ce thème constitueront un cadre d'échange de compétences et de découverte de nouvelles stratégies de prise en charge de ces pathologies par nos cadres de la santé humaine et animale. Cette 15e édition me donne l'agréable sentiment de conviction que ces journées prouvent bien leur capacité à accroître leur participation active au processus de développement et d'émergence de notre pays. Le rendez-vous de Yamoussoukro coïncide avec le 45e anniversaire du SINACASSI. Après tant d'années de lutte syndicale, des avancées notables existent. Une occasion pour le secrétaire général du SINACASSI de témoigner sa reconnaissance au président de la République ainsi qu'au gouvernement pour les efforts consentis. Je voudrais adresser un remerciement spécial au président de la République pour sa sollicitude et pour toutes les actions menées pour l'amélioration de la condition de vie des cadres supérieurs de la santé. Aux autorités de tutelle, à savoir Madame la ministre de la Santé, de la lutte contre le sida et le ministre des Rousses halieutiques, leur dire que nous sommes sincèrement honorés chaque fois. La rencontre du SINACASSI, placée sous le parrainage du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et du ministre de la Production animale et des ressources halieutiques, durera 3 jours. La cérémonie de clôture est prévue pour le samedi prochain, toujours à Yamoussoukro. Le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, a reçu à Zouaounia une délégation de chefs de canton et de villages de la région du Bafing. Ils sont allés lui témoigner leur reconnaissance pour ses actions de paix et de développement. Kwasi Mamadou. Des chefs traditionnels Maouka, chez le président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Les chefs cantons et chefs de village, accompagnés des guides religieux et des femmes, sont allés exprimer leur reconnaissance au docteur Albert Marutoakus. Un acte de gratitude selon eux pour ses actions en faveur de la paix, de la réconciliation et du développement, mais surtout pour son soutien au président Alassane Ouattara. Les chefs traditionnels Maouka ont félicité le docteur Albert Marutoakus pour son attachement à la région du Bafing. Ils l'ont invité à continuer de soutenir les actions de paix et de développement du président Alassane Ouattara. Touché par le déplacement des chefs traditionnels jusqu'à Zouaounia, son village natal, Albert Marutoakus leur a demandé en retour de multiplier les prières en faveur de la paix et pour le président de la République afin qu'il atteigne son objectif, celui de développer la Côte d'Ivoire. Pour terminer, le président du parti Arc-en-Ciel a exhorté les chefs traditionnels et les guides religieux à sensibiliser les populations pour que la paix et la cohésion sociale règnent en Côte d'Ivoire, source de développement socio-économique. Les réalisations du président de la République Alassane Ouattara vont être célébrées à travers un tournoi de football doté du trophée Ado Le Baptiste. Le tournoi se jouera dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Anja Soukrou. Depuis sa nomination le 30 mai 2014 au poste de secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation, le ministre Philippe Légré est au front. L'un des pans de son projet, mobilisé autour des actions du président Alassane Ouattara à travers le sport. Ainsi, il a décidé d'organiser un tournoi de football qui se disputera dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et à Abidjan. Cette compétition qui se déroulera donc sur toute l'étendue du territoire national est dotée du trophée Ado le Bâtisseur. Il faut permettre au sport, en ce qui nous concerne, de rassembler les jeunes, de rassembler les populations de tout âge, afin de pouvoir passer le message de la mobilisation, de dire aux populations ce que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire et ce que le président Ouattara veut faire pour la Côte d'Ivoire et comment il veut amener la Côte d'Ivoire à l'émergence en 2020. Pour réussir ce tournoi de football, la contribution de toutes les bonnes volontés est espérée par le ministre Philippe Légré. Les sponsors qui sont en Côte d'Ivoire, qui aiment le président Ouattara, qui veulent que le président Ouattara ait un second mandat et le président Ouattara, dont la politique permet à ces sponsors-là d'être sur place et de travailler dans la sérénité, de venir pour qu'ensemble on organise ce tournoi pour l'élection du président Ouattara en 2015. Le tournoi de football Ado le Bâtisseur se jouera pendant toute la période des vacances scolaires. Philippe Légré entend également initier la mobilisation par la culture, la musique notamment.
Continuons en information sportive en football pour parler du mondial 2014. La petite finale pour la 3e place se joue demain samedi entre la Hollande et le Brésil. Et la finale va opposer l'Allemagne à l'Argentine le dimanche 13 juillet. Gaza a subi de nouveaux raids tôt ce vendredi matin au 4e jour des affrontements entre Israël et le Hamas. Ils ont fait 6 victimes selon un premier bilan. Sur le plan diplomatique, les dernières heures ont été marquées par la proposition de Barack Obama. Le président américain s'est entretenu par téléphone avec Benjamin Netanyahu et a offert la médiation de Washington. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.